La poussée de la gauche confirmée dans les élections des présidents des conseils généraux. Les évêques à l'Élysée, ils ont parlé du chômage et de leur rapport avec le pouvoir. La protection des côtes, une caution d'1 million de francs pour un pétrolier qui naviguait en zone interdite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Troisième tour aujourd'hui des élections cantonales. C'est une formule bien sûr, mais je crois qu'elle traduit bien l'importance que revêtent les élections des présidents des conseils généraux. La plupart d'entre elles ont eu lieu aujourd'hui, d'autres vont avoir lieu dans les minutes qui viennent, et encore d'autres vendredi. Mais d'ores et déjà, on peut faire, je crois, un point assez solide avec la confirmation d'un certain nombre de données, le mouvement de bascule d'une dizaine de présidences vers l'opposition et d'une dans la majorité, et puis trois surprises, la victoire communiste contre toute attente en Meurthe-et-Moselle, la victoire de l'UDF, Michel Dornano, face au RPR dans le Calvados, et puis celle du RPR en Corrèze. Bien sûr, ce ne sera pas Jacques Chirac qui retrouvera son siège, mais le doyen des gaullistes de l'Assemblée départementale, ceci donc à la faveur du soutien de Jean Charbonnel. Mais je laisse Daniel Grand-Clément entrer dans les détails. Oui, alors ce soir, après une journée d'élection assez confuse, on peut dire que la majorité a déjà perdu au moins 8 présidences. Il s'agit de l'Eure, de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de l'Indre, de l'Oise, de la Seine-et-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Haute-Saône. En revanche, elle en gagne un, c'est-à-dire la Sarthe. Ce sont en gros tous ces petits départements que l'on voit actuellement, c'est ça. Et la majorité gagne donc la Sarthe. Bien, d'autres départements sont donc encore en discussion. Il s'agit des Ardennes, mais je crois qu'on vient d'apprendre que c'est M. Sacré, c'est un apparenté RPR qui vient de remporter le siège, donc la présidence. Un autre département, la Seine-et-Marne, qui elle devrait revenir logiquement à l'opposition. Et puis on m'a remis une petite fiche avec les premiers chiffres des présidences par parti cette fois. C'est ce que les partis annoncent avoir. Le RPR aurait déjà 12 sièges, l'UDF 36 sièges, le Parti communiste 5 sièges, le Mouvement des Héritiers de gauche 9 et le Parti socialiste 29. Le problème dans votre liste, c'est que tout le monde annonce avoir des sièges en plus. C'est ça, il n'y a pas de perdant là, pour l'instant, d'après ce qu'ils nous ont dit. Mais enfin, je pense qu'on en saura plus ce soir. À noter des bavures intéressantes et même quelquefois amusantes. Par exemple, en Meurthe-et-Moselle, bien que la majorité des conseillers appartiennent à la majorité, disons, c'est un membre de l'opposition, un communiste, qui a été élu président parce que M. René Haby, le ministre de l'Éducation, a fait une petite erreur technique. Il n'a pas voté comme il fallait. Pas bien le règlement. Voilà, c'est ça. Autre erreur, dans un autre sens, cette fois, enfin une erreur vraiment politique, plus voulue, cette fois, dans le Val d'Oise, bien que la majorité des conseillers soit de l'opposition, c'est M. Pierre Salvi, UDF, qui conserve la présidence du Conseil général du Val d'Oise. En Corrèze, M. Georges Debat, pour la majorité, a succédé à Jacques Chirac. Il y avait, vous le savez, 15 conseillers favorables à l'opposition, 15 conseillers favorables à la majorité. Comme le veut la règle, c'est le doyen d'âge qui est élu. Il s'agissait donc de M. Georges Debat. Jacques Chirac perd donc, comme c'était prévisible, la présidence du Conseil général de la Corrèze, qui reste quand même à la majorité. Ça veut dire que Jean Charbonnel a voté pour lui. C'est cela, c'est la meilleure information qu'on peut en tirer. En tout cas, je crois qu'il faut venir maintenant à notre journal de 23h pour avoir des résultats plus concrets et peut-être un peu plus sérieux quant à l'annonce des présidences par chaque parti politique. Voilà, on a pu voir Bernadette Chirac, qui donc appartient maintenant au Conseil général de la Corrèze. Et puis, en marge de cette élection, il y a l'adieu, disons un petit peu nostalgique, d'un grand nom de la politique française, Antoine Pinet. Jusqu'à ce jour, Antoine Pinet était encore président du Conseil général de la Loire. Il n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat, et donc depuis ce soir, il n'est plus rien en matière politique. Je crois qu'il a marqué son époque, un grand pan de l'après-guerre. C'est donc à une sorte d'hommage que se livre Jean-Louis Le Senne. Antoine Pinet, 87 ans, l'homme au chapeau. C'était il y a 2 mois. Pour la dernière fois, Antoine Pinet s'asseyait dans le fauteuil de président du Conseil général de la Loire. Depuis longtemps déjà, M. Pinet avait annoncé qu'il ne serait plus candidat dans le canton de Saint-Chamond, tout comme 2 ans auparavant, il s'était abstenu de briguer le fauteuil de maire de la ville. Même si la présidence de l'Assemblée départementale a été conservée pour la majorité par Lucien de Wirth, aujourd'hui, la ville et le canton sont gérés par des socialistes. J'ai 87 ans. Nous sommes à une époque où on parle de changement et de rajeunissement et que par conséquent il faut s'incliner devant cette nécessité. L'âge est impérieux. Est-ce que vous n'êtes pas un peu aigri? Aigri? Oh, je ne suis pas aigri du tout. Je suis quelquefois un peu déçu quand je vois le changement de mentalité, la contestation perpétuelle pour un homme de ma génération qui a grandi, qui a été élevé à une époque où le respect de la loi, du règlement, où l'inclinaison devant la tradition était une chose impérative. Évidemment, on est un peu choqué, mais je ne suis pas aigri du tout. Mais est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir laissé la mairie de Saint-Chamond à l'opposition? Mais je n'ai pas laissé la mairie de l'opposition, la mairie de Saint-Chamond à l'opposition, je ne me suis pas représenté.
Et la population cédé au courant, elle a voulu tenter d'essayer autre chose et changer. Ben, elle est satisfaite. Je m'incline très docilement devant la décision, la volonté du suffrage universel. Maintenant, quand vous retournez sur votre longue carrière politique, est-ce que si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose? Si je revenais à 25 ans, oui. Sûrement pas. Sûrement pas. Je n'ai jamais aimé beaucoup la politique. J'ai beaucoup aimé l'administration. Mais la politique pure, ce qu'on appelle la politique politicienne, je n'ai jamais aimé ça. Ancien président du Conseil, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, ancien président du Conseil général, ancien maire, les titres n'ont pas manqué à l'homme au chapeau qui s'est retrouvé aux plus hautes responsabilités sans, dit-il, avoir jamais rien demandé et qui a estimé aujourd'hui qu'il méritait bien à 87 ans de prendre sa retraite. Deux choses encore en matière politique. D'abord, une déclaration du Parti communiste à propos des syndicats. C'est un long document d'une trentaine de pages dans lequel les communistes fustigent l'attitude de la CFDT, qui se livre, vous le savez, à un recentrage, entre guillemets, et qui donc, dit le PC, l'éloigne d'une position résolue de lutte contre la politique d'austérité. Le PC n'est pas tendre non plus vis-à-vis de la Fédération de l'Éducation nationale et de Force ouvrière, mais rien de méchant sur la CGT. Cela dit, les communistes souhaitent toujours l'union des forces syndicales. Deuxième document, il émane lui du RPR, de Jacques Chirac, qui dans une lettre qu'il adresse à ses militants, à l'instant même, à 2 jours des premières assises de son mouvement, a des mots très durs sur ses alliés giscardiens. Depuis 4 ans, dit-il, ils se sont constamment trompés d'adversaires. Dès le soir de la victoire de 78, nous avons vu se remettre en route la machine à laminer, le gaullisme. Et pourtant, dit-il, ne commettons pas cette erreur mortelle. Le vrai danger, c'est le collectivisme. Noël Copin, des propos on ne peut plus durs. Oui, et on a l'impression d'un durcissement très net depuis quelques jours. Au soir du deuxième tour, M. Chirac se contentait de critiquer les bavures de ce deuxième tour. Aujourd'hui, il reprend les principales critiques qu'il avait faites ces derniers mois de la politique gouvernementale, notamment sur 3 points, la sécurité, l'économie et l'Europe. Et ces termes, comme vous le disiez, sont particulièrement durs. Il condamne la démission de l'autorité, le laisser-fairisme libéral et la mise sous tutelle de la France. On a donc l'impression que cette marche vers l'unité qui paraissait se dégager à la suite de la dernière session extraordinaire du Parlement et à la suite du premier tour, cette impression est ce soir effacée. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jacques Chirac fait tout pour ne pas donner l'impression d'une responsabilité, d'une nouvelle discorde. Oui, il entreprend, si vous voulez même, de retourner la situation. Ça n'est pas lui qui divise, c'est lui au contraire qui est la victime. Ce sont... je ne dis pas ses adversaires, mais ceux qu'il appelle nos alliés de la majorité, qui ont tiré les premiers. Ils ont tiré dès 1974 et ils ont tiré aussi dès la victoire de la majorité en 1978. Et puis, Jacques Chirac entreprend aussi de retourner la situation sur un autre point. Ce n'est pas la faute du RPR, c'est la faute, estime-t-il, ou laisse-t-il entendre, de l'UDF, si la majorité a reculé aux élections cantonales, car en le prenant lui comme adversaire, l'UDF a poussé les mécontents, a poussé les Français vers l'opposition. Là, Jacques Chirac reprend presque mot pour mot la déclaration, en la retournant, la déclaration que le Premier ministre avait faite lundi soir sur le perron de l'Élysée. Alors une nouvelle fois, Noël Copin, on se demande jusqu'où peut aller Jacques Chirac. Mais la limite est toujours la même. Si l'adversaire de la majorité, comme dit Jacques Chirac, c'est le collectivisme, Jacques Chirac n'est pas prêt à faire le jeu de cet adversaire. Mais dans sa voie étroite, il fixe une autre limite. Rien ni personne, écrit-il, ne nous contraindra à abandonner les données essentielles du gaullisme. Jacques Chirac rappelle donc qu'il ne contribuera pas à renverser le gouvernement, mais aux critiques qu'il refait encore aujourd'hui, il ajoute une sorte de mise en garde. Il s'adresse dans ce texte aux militants du RPR à la veille ou à l'avant-veille des assises du RPR, mais il s'adresse, je crois aussi, au président de la République, même s'il ne le nomme pas, avant la rencontre que le président de la République a lui-même proposée. Jacques Chirac, qui sera précisément notre invité, l'invité de Carte sur table, lundi soir. Jacques Chirac sera donc interrogé par Alain Duhamel et par Jean-Pierre Elkabbach dans Carte sur table. Et puis j'ajoute, puisque nous parlons du RPR, que le titre du livre de Michel Debré dont je vous parlais hier est « Français choisissons l'espoir et non pas l'Europe », et ça, je pense que tout le monde avait pu le deviner. Politique toujours, si l'on veut, à travers cette visite des évêques au président de la République à l'heure du déjeuner. Une visite qui coïncide avec un appel lancé ce matin par l'épiscopat français, un appel angoissé. L'Église n'a plus de bras, dit-il en substance, en publiant un document sur la crise des vocations en France. 3 chiffres la résument vraiment bien. 50 000 prêtres il y a 15 ans, 35 000 aujourd'hui,
20 000 seulement dans 15 ans, disent les prévisions. Mais les évêques n'ont pas parlé que de cela avec le président de la République. Ils ont aussi évoqué les constants rapports entre l'Église et le pouvoir. Et par exemple, à l'issue de ce déjeuner, Monseigneur Villenay, l'évêque de Saint-Dié, a déclaré que les évêques lorrains peuvent tout à fait lancer une sorte de cri pour apporter leur contribution à une solution humanitaire des problèmes de l'emploi. Et il a approuvé la marche des sidérurgistes sur Paris. À travers cette enquête que vous propose maintenant Patricia Charnelet, je crois que vous comprendrez mieux ces rapports complexes entre Église et pouvoir, et à l'intérieur de l'Église, entre les pouvoirs. Une fois par mois, le Conseil permanent de l'épiscopat se réunit. S'il commence en prière, il est en réalité l'organe exécutif de l'Église de France, une sorte de Conseil des ministres dont le rôle est de définir la politique générale. Dès qu'on parle du gouvernement de l'Église, se pose aussitôt le problème de ses relations avec l'État. Aujourd'hui encore, les liens sont étroits. Mais de plus en plus, les évêques affirment la spécificité de leur mission, voire même leur indépendance. C'est pas facile, c'est sûr, quoi. Je pense que les rapports Église-État, dans tous les pays, peut-être un peu plus même chez nous de par son histoire, sont des rapports qui sont voués à une certaine ambiguïté et même peut-être une mutuelle insatisfaction, parce que nous n'aurons jamais les relations idéales, parce que je pense que la nature et la finalité des deux interlocuteurs, Église-État, ne sont pas les mêmes. Comment les différencieriez-vous? Donc c'est sûr, nous nous adressons pratiquement aux mêmes hommes, mais nous avons une mission spirituelle et qui donc n'est pas la même que celle qu'un État peut revendiquer pour lui. Chaque évêque est responsable de son diocèse. Le pouvoir est officiellement fondé sur le principe de la collégialité. Mais il existe des autorités morales comme le cardinal Marty, et puis aussi des responsables qui sont les véritables patrons de l'Église. Je refuse ce mot de patron, mais sincèrement, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que nous sommes l'un et l'autre les patrons de l'Église. L'humilité et de rigueur. Ce prêtre, par exemple, est le porte-parole de l'épiscopat. Mais son influence est plus importante encore, car c'est lui qui prépare l'assemblée annuelle des évêques de Lourdes. Pour expliquer le rôle qui est le mien, le rôle que m'ont donné les évêques de France, je prendrais volontiers une comparaison d'actualité. Pour qu'une grande maison ou un immeuble soit bien chauffé, il faut des accélérateurs d'eau chaude. Et je me comparerais volontiers à un accélérateur de l'information dans l'Église de France. Voici enfin l'homme clé, chargé notamment des rapports avec les partis politiques et avec le Vatican. Alors concrètement, cette équipe a engagé l'Église dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, les évêques, sous forme de documents, prennent position sur tous les sujets d'actualité. Récemment, à propos de la crise économique, ils ont mis en cause l'importance donnée à la croissance matérielle et à la recherche du profit. Continuellement, nous sommes provoqués à dire un certain nombre de choses, tant la vie actuelle tourne vite et nous sommes très inquiets, par exemple, par rapport au déroulement de notre vie sociale aujourd'hui, et on se rend bien compte que des valeurs fondamentales, des choses essentielles de la vie de l'homme sont, si nous n'y prenons garde, écrasées par notre monde de la technique et de l'anonymat. Vous pensez au chômage, là, par exemple? Je pense d'abord au chômage. Au chômage et aux questions extrêmement fortes qui nous viennent, en particulier des diocèses, où des évêques, jour après jour, rencontrent des hommes et des femmes brisés dans leur profession, dans leur vie familiale, dans l'éducation de leurs enfants, par le chômage. De la même manière, si vous voulez, pour l'avortement, bien sûr, d'abord, nous pensons, le pape pense, les évêques de France pensent avec lui, et beaucoup de Français avec nous pensent que l'avortement est un mal. Sur ce sujet, les catholiques français sont divisés. Car ce n'est pas si facile, au nom d'une foi commune, de définir des modalités d'action. C'est là toute l'ambiguïté du pouvoir de l'Église, à la frontière du spirituel et du matériel. C'est aussi l'intéressant pari de ces hommes qui veulent conduire les croyants vers des réflexions plus concrètes, même si elles sont plus difficiles. Le SMIC va franchir le mois prochain un cap historique, celui des 2000 francs. Il sera très exactement de 2018 francs à partir de dimanche. En 5 ans, le SMIC aura ainsi doublé puisque le 1er mai 1974, il passait le cap des 1000 francs. Le nombre des smicards en France oscille entre 600 et 900 000
et l'un sur deux est une femme. Maintenant que nous revenions sur cette épidémie de fièvre afteuse que nous vous annoncions hier soir, une épidémie qui s'attaque, vous le savez, depuis près d'une semaine au cheptel du Calvados et de la Manche, et à propos de laquelle le ministère de l'Agriculture est assez optimiste. Elle devrait être rapidement enrayée, dit-il à propos de l'épidémie, grâce aux mesures draconiennes envisagées. Et de fait, là-bas, on abat à tour de bras 1500 animaux abattus à ce jour en Basse-Normandie. Gérard Almaz nous représentera un reportage là-dessus demain. Pour autant, je crois que ça ne doit pas nous dégoûter de la viande, car, je le répète, les consommateurs ne courent aucun danger d'être contaminés. Et voyez-vous, il y a un tout autre problème et bien plus grave pour la viande française en ce moment. Je vous l'annonçais hier, la balance commerciale de ce produit accuse 2 milliards de déficit. C'est-à-dire que maintenant, on importe plus qu'on exporte. Et ce, pour une raison dont vous ne doutez peut-être pas, le goût des Français en matière de viande a changé depuis 10 ans. Lorsque vous achetez de la viande de porc, de mouton ou de cheval, savez-vous que vous n'achetez pas forcément français? En effet, pour ces 3 produits, nous en importons plus que nous en exportons. Il n'y a guère que la viande bovine qui se porte mieux en France. Et encore, cela risque d'être remis en question parce qu'aujourd'hui, le consommateur français préfère manger de la viande rôtie ou à griller, c'est-à-dire les quartiers arrière, plutôt que les quartiers avant, qui sont des viandes à mijoter ou à braiser. Au niveau du panier de la ménagère, il faut dire qu'il y a environ une dizaine d'années, le Français consommait à peu près quelques 19 kilos de viande bovine par habitant, avec sensiblement autant de muscles issus des quartiers avant ou des quartiers arrière, et avec un prix des quartiers avant et des quartiers arrière identiques. À l'heure actuelle, nous consommons quelques 24 ou 25 kilos de viande bovine par habitant et par an. Mais dans ces 25 kilos, il y a environ 15 kilos de quartiers arrière, et le prix des morceaux issus de ces quartiers est devenu le double de celui des quartiers avant. Ce sont les bouchers qui constatent tous les jours le phénomène de préférence des consommateurs pour les quartiers nobles, les viandes à griller ou à rôtir. Parce que, disent-ils, les ménagères aujourd'hui sont pressées et n'ont plus le temps de mijoter de bons petits plats comme dans le temps. Et ce sont eux aussi les bouchers qui n'hésitent pas à proposer plusieurs solutions pour inciter les consommateurs à manger davantage de viande des quartiers avant. Alors il y a plusieurs solutions. La plus commune, la plus employée est celle-ci. Par exemple, vous avez une côte de bœuf 42 francs le kilo, alors qu'un plat de côte est proposé à 11 francs 40. Alors c'est une incitation par le prix, par exemple. Il y a une deuxième incitation qui est un remplacement, si vous voulez, à partir d'une macreuse qui va être complètement épluchée, dégraissée, énervée. On va vous fournir un beefsteak haché, qui sera à un prix abordable de l'ordre de 26 à 28 francs le kilo, qui fait que c'est encore une macreuse qui va s'en aller, c'est un morceau d'une partie avant. Et enfin, la troisième solution serait que nous puissions proposer à des prix encore plus bas ces morceaux à braiser, mais ça nous obligerait à monter encore plus haut les morceaux à rôtir, et ça, c'est assez difficile. Alors je résume donc, mangez plutôt du beefsteak haché, vous mangerez français, quel bonheur. La politique étrangère maintenant, avec tout d'abord cette toute dernière nouvelle. La Suisse vient de décider d'adhérer à l'ONU. Et oui, la Suisse ne faisait pas partie de l'ONU jusqu'alors, mais c'est une décision qui prendra peut-être un petit peu de temps. Il faudra d'abord une ratification par le Parlement, puis un référendum. Londres, nous sommes en plein débat sur la motion de censure. Le résultat, je le pense, avec des commentaires de Claude Guénière pour notre dernier journal à 23 h. Mais d'ores et déjà, le Premier ministre, James Callaghan, a laissé entendre que des élections anticipées pourraient avoir lieu dans un avenir proche. Et puis Israël, voici les images du début du retrait des soldats israéliens du Sinaï. Ceci alors que les pays arabes manifestent de plus en plus leur hostilité à l'égard de l'Égypte. Un commentaire de Maurice Werther. Un peu partout dans le monde arabe, donc, on manifeste contre le traité égypto-israélien. Ici, à Koweït, on pend le président Sadat en effigie. Ailleurs, on retrouve semblables défilés, mêmes slogans et invectives identiques à Alger, à Damas, à Bagdad, bien entendu, où siègent les représentants du Front du Refus. Là, on menace l'Égypte d'un boycott aussi sévère que celui qui est imposé à Israël. Mais on hésite quand même à interdire complètement les fournitures de pétrole à l'Égypte.
Dans ce concert non imprévu, une surprise quand même. C'est le roi de Jordanie, considéré jusqu'à maintenant comme le plus modéré, qui est le premier à annoncer une mesure concrète. Il va retirer son ambassadeur du Caire, un ambassadeur qui ne saurait se retrouver un jour aux côtés du futur représentant diplomatique d'Israël. D'autres vont plus loin jusqu'à prédire que le président Sadat sera renversé avant la fin de l'année et connaîtra une fin encore plus ignominieuse que celle du Shah d'Iran. Conséquence indirecte de cette signature du traité de paix de Washington, le relèvement des tarifs de l'OPEP, vous le savez, il sera de 9% à partir de dimanche prochain. Hier, nous n'avions guère de précision quant aux répercussions sur l'essence française. Et bien aujourd'hui, André Giraud, le ministre de l'Industrie, a fait savoir qu'on devrait s'acheminer vers un chiffre de 3 francs pour le litre de super. Et puis, les suites de l'attentat contre le foyer israélite de la rue de Médicis à Paris. Le foyer a repris partiellement ses activités aujourd'hui alors que se multipliaient les réactions d'indignation en France. Raymond Barre a reçu aujourd'hui Alan Rothschild, le président du Conseil représentatif des institutions juives. Étranger toujours, avec, à 2 jours du référendum, ces images en provenance d'Iran. Et pourtant, ce film n'est pas tout à fait comme les autres. En effet, derrière la caméra, des Françaises. Elles sont allées témoigner et tourner avec des femmes iraniennes. C'est un film qui apporte, je crois, un autre regard sur la réalité de ce pays qui bouge. À l'aube de la Révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes. Nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la Révolution n'a aucun sens. D'autres slogans. Nous ne voulons pas de voile obligatoire. Les femmes luttent et leurs luttes sont victorieuses. La police a tiré des coups de feu en l'air et essayé de les faire reculer. Les femmes ont crié « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Et ce jour-là, dans Téhéran, partout, des femmes discutent passionnément. Une femme qui ne porte pas le voile nous a dit « Manifester dans les rues contre le voile, ça a été l'occasion d'une grande tendresse et d'une grande solidarité entre nous. Le voile, c'est une histoire d'hommes. C'est incroyable. Ce sont toujours les hommes qui défendent le voile. » Il y a des années que je mets le tchador. Le tchador m'empêche de bouger, de travailler, de tenir mon enfant par la main. Mais je ne suis pas venue à la manifestation pour ne plus mettre le tchador. J'ai 6 filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le tchador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchador. En passant devant l'hôpital, les femmes crient « Salut les infirmières, rejoignez-nous ». Certains fanatiques religieux ont réagi très violemment aux manifestations des femmes, en les harcelant, en les injuriant et même en les frappant. Sima nous disait « Oui, la semaine dernière, j'étais en danger lorsque je descendais dans la rue parce qu'ils avaient demandé qu'on mette le tchador. J'avais mon foulard dans mon sac, j'en ai toujours un par sécurité. Des hommes dans chaque voiture qui passait disaient quelque chose. J'ai pensé que s'ils continuaient, j'agirais, je me défendrais. On a déjà fait des manifestations. Il y avait des soldats dans les rues, c'était le danger de mort. Maintenant, on peut marcher devant quelques hommes, on n'a plus peur. S'ils voulaient faire comme ça avec nous, ils devaient nous le dire avant la Révolution. Ils devaient nous dire qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Nous parlons pour notre droit. Nous parlons pour notre droit égalitaire avec les hommes. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la Constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien. On peut lire sur ce panneau « Nous refusons la tyrannie sous toutes ses formes, nous anéantirons la réaction sous toutes ses formes ». Les lycéennes étaient tellement joyeuses de manifester, ça leur a tellement plu qu'elles ne veulent plus s'arrêter. Mojgan nous a dit « Je veux vivre libre, je veux parler quand je veux, je veux faire tout ce que je veux, je n'accepte pas qu'on me donne des coups, je veux écrire tout ce que je veux écrire, jusqu'à maintenant je ne pouvais pas. Ma mère pense comme moi, elle veut la liberté, elle ne supporte pas de ne même pas pouvoir se promener dans la ville. » Le gouvernement libre n'a pas le droit de dire il faut ou il faut pas. C'est nous qui choisirons. Et c'est nous les femmes qui nous choisirons. Notre droit.
Et dans 2 jours, le référendum donc en Iran sur l'avenir du régime. Un pétrolier portugais pénalisé alors qu'il naviguait dans la zone interdite au trafic au large d'Ouessant. Le Larouco devra payer une caution d'1 million de francs pour être autorisé à repartir. 1 million de francs, vous le voyez, on n'en est plus aux amendes de misère qui autorisaient tant de débordements. C'est une affaire dont on a sûrement parlé ce matin à Brest. C'est là que s'ouvrait aujourd'hui un colloque international sur la pollution marine. Y étaient invitées toutes les villes côtières de l'Ouest européen. Pour traquer les fraudeurs, un seul moyen, leur donner la chasse. La Marine nationale s'y emploie. À bord de l'un de ces bâtiments, qui sillonnait hier le rail d'Ouessant, il y avait une équipe d'Antenne 2 avec Gérard Inet et Freddy Auxerre. Brest, 9 h du matin. L'arsenal disparaît. Les 270 hommes du Maillé-Brézé, un escorteur d'escadre de la Marine nationale, s'apprêtent pour 48 heures à prendre la relève du Casablanca. Leur mission, depuis 1 an, la surveillance 24 heures sur 24 au large d'Ouessant d'une zone de 50 km de large et d'une centaine de long. French warship, this is Apostolos K. Apostolos K. Can Apostolos, this is the French warship Maillé-Brézé, D627 on your port side. How do you read me? Apostolos K, yes, this is the French warship Maillé-Brézé. Il ne s'agit pas ici d'un simple contrôle de vitesse, et les explications sont parfois surprenantes. Il n'y aura jamais eu plus de radars en panne, ni davantage de capitaines égarés au large d'Ouessant que pendant ces 48 heures. Par surveillance du rail, on entend une mission qui consiste à faire appliquer la réglementation en vigueur dans le dispositif de séparation du trafic à Ouessant. Alors ce dispositif, comme je vous l'ai montré sur la carte, n'est-ce pas, consiste en 2 voies montantes et 2 voies descendantes, avec entre chacune de ces voies des zones de séparation. Équipé de radars, relié par radio avec Brest et survolé par les brigades atlantiques, le Maillé-Brézé est en contact permanent avec Ouessant Trafic. C'est au phare du Stif, au nord de Ouessant, que toutes les informations sont centralisées et que les poursuites à entreprendre sont décidées. La présence d'un bâtiment de surveillance crée un facteur dissuasif, incontestablement, et puis éventuellement un facteur répressif. Mais justement, il y a des limites quand même à cette répression. On a soit le simple rapport d'infraction, soit dans les cas plus graves, et en particulier dans les cas de récidive, le procès verbal, et la sanction la plus grande, pour une infraction survenant dans les eaux territoriales, ce sera éventuellement le détournement sur Brest. This is a French Navy ship on your starboard side. Come in, please. Le procès verbal pour chaque infraction se soldera par une amende pouvant atteindre 1 million de francs et un emprisonnement de 2 ans. Si la majorité des pétroliers semble respecter la réglementation, il n'en va pas de même pour les cargos battant pavillon de complaisance. Pourtant, le dispositif est dissuasif, 80% de contrevenants en moins au cours des 9 derniers mois et plus de 1500 procès-verbaux établis. Mais 15% seulement de capitaines sanctionnés. Alors, si l'action judiciaire arrive encore trop rarement à son terme, le dispositif, en rejetant à près de 60 km au large d'Ouessant les pétroliers en charge, diminue néanmoins les risques d'une nouvelle catastrophe comme celle de la Moco Cadix. État d'alerte déclenché ce matin dans une centrale nucléaire américaine en Pennsylvanie. C'est la rupture d'une pompe d'alimentation en eau du système de refroidissement qui a provoqué une fuite radioactive dans l'enceinte de l'usine. Apparemment, il n'y aurait pas de victimes. À noter que cette centrale est exactement la même que les centrales françaises de Bugey dans l'Ain et de Fessenheim en Alsace.
Avant la page de la météo, quelques chiffres. Tout d'abord les pronostics de Pierrette Bresse. Parmi les chevaux qui disputeront la course du tiercé demain à Auteuil, elle a choisi, vous le voyez, le 1, Rosator, le 3, Avantage, le 5, Air du Nord, le 13, Personnage, le 6, Air Archer, le 4, Brouhaha et le 17, Inaïvo. Et puis, comme chaque mercredi, le tirage du loto. Tout d'abord, les 6 numéros, le 3, le 14, le 23, le 27, le 36, le 42 et le numéro complémentaire 26. J'essaie de parler doucement pour que tout le monde puisse noter. Puis la météo, maintenant, un temps frais et instable aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Sur la moitié sud-est, des pluies, des nuages et même de la neige en montagne au-dessus de 1500 mètres. Demain, eh bien, poursuite du temps médiocre avec de médiocres et d'assez nombreuses plutôt passages nuageux, averses ou giboulées, accompagnés d'orages ou de neige. Vent fort près des côtes et température en baisse. Voilà, avant de nous séparer, un rappel, c'est l'heure de notre dernier journal présenté par Hervé Claude à 23h15. Il pourra vous y donner les résultats de la soirée de championnat de football qui se déroule en ce moment même. Et comme vous le voyez, le match le plus important a lieu à Saint-Étienne, au stade Geoffroy-Guichard. Saint-Étienne reçoit en effet le leader Strasbourg. Vous l'avez en direct, tous les résultats avec des extraits de ce match à 23h15 donc chez Hervé Claude. Bonsoir à tous, à demain.